En RDC, des combats ont été signalés dans la zone de Bunagana, localité frontalière avec l'Ouganda. Selon plusieurs sources, les localités de Mamundioma et Totolito sont sous contrôle des rebelles ougandais de l'ADF Nalu depuis hier dimanche 30 juin dans la matinée. Ces deux localités sont situées à plus de 45 km au nord-est de la ville de Beni, au nord Kivu. Des combats opposeraient les FARDC, les forces gouvernementales aux rebelles ougandais de l'ADF Nalu. Lors de ces affrontements, des éléments d'Al-Shabaab de la Somalie auraient été aperçus aux côtés des forces rebelles. C'est en tout cas ce qu'affirme la société civile du Nord Kivu. Pour en savoir plus, j'ai joint Omar Tavota, porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Selon nos informations, ces rebelles ougandais seraient aujourd'hui appuyés par des éléments de Al-Shabaab qui viennent pratiquement de la Somalie et de l'Érythrée. Et c'est ce qui fait que cette rébellion prend le dessus presque sur les éléments de l'armée, il prend du contrôle. Le FARDC avait été surprise par une attaque de ces éléments de l'ADF Nalu au point kilométrique 28 sur la route de Mbao-Kamango. De plus en plus, ces coalitions ADF Nalu Al-Shabaab a pris le contrôle jusqu'à ramener les positions FARDC au point kilométrique 25, puis 20, 17, 15 et dimanche, nous avons appris que même ces éléments seraient à moins de 9 km du chef-lieu de Benimbao, ce qui suppose qu'effectivement, ils auraient même encerclé une bonne partie du chef-lieu de la collectivité comme du chef-lieu du territoire de Beni. Cela crée la psychose dans les chefs de la population qui crée pour sa sécurité. Comment est-ce que ces éléments d'Al-Shabaab ont pu être identifiés? Nous avons eu des informations il y a quelques instants et il a été observé que ces rebelles ougandais de l'ADF Nalu ont été appuyés par ces hommes parce que c'est pratiquement des Arabes, c'est pratiquement des personnes assimilées aux Arabes, mais les informations démontrent qu'il s'agit en réalité des éléments somaliens et des éléments érythréens, donc de cette aile terroriste Al-Shabaab. Et aussi, il faut dire que ces éléments Al-Shabaab ont été signalés même du côté du M23 dans le territoire de Rutshuru à Bunagana. Alors, la situation est inquiétante, plutôt dans le territoire de Beni, parce qu'en dehors des affrontements qui les opposent avec le FARDC, ces éléments sont en train d'enlever des personnes civiles. Rien que la journée de vendredi et de samedi dernier, 15 civils ont été arrivés jusqu'à ce jour, et ce qui est très inquiétant par rapport à la sécurité des personnes et de leurs biens. C'était Omar Tavota, porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Toujours en RDC, en marge de la commémoration du 53e anniversaire de l'accession de ce pays à l'indépendance, un colloque international sur les conflits et les frontières s'est tenu à Goma, au Nord Kivu. Les cas du Mali, de la RCA et de la RDC ont été passés au peigne fin par les participants de Goma. Le point avec notre correspondant Primo Pascal. Partant de l'expérience des trois pays qui étaient au centre des discussions, à savoir le Mali, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo, Ouattara Diakana, secrétaire général du Forum national sur la dette et la pauvreté en Côte d'Ivoire, pense que les pays africains doivent faire un effort de trouver des solutions au niveau interne avant de recourir à l'extérieur. Recourir de l'aide de l'extérieur, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais quand on se rend compte que véritablement au niveau interne, pratiquement c'est une incapacité notoire à agir, et il faut qu'une force étrangère vienne agir à notre place, moi je pense que ce n'est pas trop intéressant pour des États qui revendiquent à corps et à cri leur souveraineté. Pour le professeur Moukoko Prezo de l'Université protestante du Cameroun, l'Union africaine devrait pleinement jouer son rôle pour la pacification du continent africain. Regardez les crises qui se sont passées en Afrique, laquelle a été résolue vraiment par l'Union africaine. Une brigade de la CEDEAO aurait pu intervenir au Mali et essayer de libérer le Nord Mali pour sauver l'intégrité territoriale du Mali. Nous avons par exemple fait la proposition que chaque État africain, membre de l'Union, dispose d'une unité au sein de son armée, une unité spécialisée pour les interventions sur le champ africain. Un petit pays, on peut lui demander d'avoir une compagnie, n'est-ce pas? Un grand pays, on peut lui demander d'avoir, par exemple, un bataillon ou un régiment, ou même une brigade.
Comme il s'agissait également des conflits et des frontières dans ce colloque, Madame Léa Kayasum Dunta, vice-présidente du Parlement de transition en République centrafricaine, estime que les chefs d'État et les gouvernements africains devraient prendre en compte les habitudes des populations pour vivre en harmonie avec les pays voisins. Accompagner les habitudes des populations au lieu d'imposer des solutions d'en haut. Si je prends le cas de mon pays, au nord, les populations vivent en harmonie avec le Tchad. Au sud, les populations vivent en harmonie avec les deux Congos. À l'ouest, avec le Cameroun. À l'est, avec le Soudan. Donc, il est simplement question d'accompagner ces habitudes des populations en protégeant les frontières. Il ressort de ce colloque international que l'Afrique doit trouver des façons de s'unir, sinon elle finira en esclavage durable. Onesforce Matumba est l'un des organisateurs de cette rencontre au compte de Paul Institute. À notre niveau, nous nous devons au moins de développer une information, une communication, des analyses et des recherches qui peuvent nourrir nos plaidoyers pour un changement profond, endogène et donc durable. C'est chaque année que cet institut interculturel dans la région des Grands Lacs organise une rencontre de ce genre pour amener les Africains et leurs partenaires à analyser profondément la situation politique, économique et culturelle des leurs pour un plaidoyer qui vise à améliorer les conditions de vie des populations. Goma, Primo Pascal Rudahigwa, La Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Et en République démocratique du Congo, le pays continue donc avec son programme hebdomadaire du rapatriement des réfugiés rwandais vivant dans ce pays. Tout près de Goma, notre envoyé spécial Lubunga Biombe a assisté à un départ d'un groupe de 170 réfugiés rwandais vers leur pays. Et suivons ensemble son reportage. C'est une petite cacophonie qui règne ici au centre de transit des réfugiés rwandais tout près de Goma. Mais aussi content à l'idée de pouvoir enfin rentrer chez eux au Rwanda. Moi je m'appelle Biamungu Higiro David. J'ai 22 ans. Moi je me décide de rentrer au Rwanda parce que mes parents sont là. Ils sont partis dans le mois de mars de cette même année. Après mon arrivée, parce que je vais étudier là-bas. Je vais étudier. Vous n'avez pas peur? Non, je n'ai pas peur. Au Rwanda, on est en train de dire qu'il faut rentrer qu'avant. Si on ne rentre pas avant, il y a risque qu'on ne puisse pas traverser la frontière. Ce matin, en effet, près de 170 Rwandais s'apprêtent à quitter la RDC. Il s'agit pour la plupart des femmes et des enfants, car selon Justin Sitomokiza, responsable du centre de transit, les hommes, essentiellement des combattants, passent par le programme des Nations Unies de désarmement et rapatriement. Ils proviennent de différents coins des territoires qui nous environnent. Et ils sont rassemblés à partir de nos PR, postes de rassemblement, ou communément appelés sites. Les camions on les embarque jusqu'ici au centre de transit. Arrivés ici, il faut savoir d'où est leur provenance, leur destination, comment est-ce qu'ils ont vécu ici au Congo, tout ça. Et cela, c'est dans l'objectif de savoir qui est vrai, qui est faux réfugié. Maintenant, et quand ils quittent ici, au Rwanda, ils vont où? Ils quittent le centre de transit de Goma pour le centre de transit de Nkamira au Rwanda. Et vous avez dit qu'il vous arrive d'enregistrer aussi des faux réfugiés. C'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez des faux réfugiés? Bon, il y a des gens qui partent, qu'on rapatrie et ils reviennent. La République démocratique du Congo compte plus de 127 000 réfugiés rwandais, dont plus de 3/4 sont disséminés dans les montagnes et forêts du Nord Kivu et du Sud Kivu. Nombreux parmi ces réfugiés manifestent l'intention de retourner au Rwanda, mais seul un petit nombre y parvient. Laengoliwa Njewa est le chef d'antenne de la commission des réfugiés province du Nord Kivu. L'année passée, nous avons rapatrié 7 970 réfugiés rwandais. Et cette année-ci, depuis janvier jusqu'au 28 juin, nous venons de rapatrier 2690 réfugiés rwandais. Il y a une baisse de l'effectif par rapport à l'année passée. C'est parce que cette année ici, nous avons eu beaucoup de conflits armés, des affrontements entre les groupes armés. Alors, les trajectoires qu'ils empruntaient pour atteindre nos points de regroupement
ont été perturbés par ces affrontements. Et pourquoi le gouvernement de la RDC n'a-t-il pas voulu de l'application de la clause de cessation du statut des réfugiés rwandais au 30 juin 2013 ? C'est justement parce que c'est malvenu. Donc nous avons encore beaucoup de réfugiés rwandais qui sont dans notre pays et qu'ils ont l'intention de rentrer chez eux. On n'a pas trouvé l'opportunité que les Rwandais bloquent les retours des réfugiés. C'est contraire à la Convention de Genève. Et puis, la loi internationale dit que c'est les pays d'asile, c'est notre gouvernement qui devrait proposer au HCR et au gouvernement rwandais cette date de cessation, de la clause de cessation des statuts des réfugiés au moment où notre pays aurait constaté que il n'y a plus de réfugiés qui viennent dans nos points de regroupement. C'est finalement dans des éclats de rire que les réfugiés ont pris place à bord des camions destination leur pays, le Rwanda. De Goma, Lubunga, Biaombe pour BBC Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Évêques catholiques réunis au sein de la CENCO, la conférence nationale épiscopale de la RDC, appellent la population et les hommes de bonne volonté à faire échec à toute manœuvre de modification de l'article 220 de la Constitution, un article qui est garant du pluralisme démocratique et de l'indépendance de la justice. Des propos recueillis par Radio Okapi. Les évêques de la CENCO saisissent cette occasion pour réaffirmer leur détermination à s'opposer fermement à toute tentative de modification de l'article 220 de notre Constitution qui stipule, je cite, la forme républicaine de l'État, le principe de suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Par conséquent, les évêques demandent aux fidèles et aux hommes de bonne volonté de demeurer vigilants et prêts à faire échec à toute manœuvre éventuelle de modification de la Constitution en ces articles verrouillés. En octobre 2009, le HCR avait annoncé une stratégie visant à mettre fin à la situation des 100 000 réfugiés rwandais qui ont fui leur pays avant le 31 décembre 1998 et n'y sont toujours pas rentrés. Le HCR a recommandé que la cessation prenne effet au 30 juin 2013 en invoquant la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Jean-Pierre Amissi Ramazani a joint Fatoumata Lejeune-Kaba, porte-parole du HCR. En consultation avec les différents États qui hébergent des réfugiés rwandais qui ont fui le Rwanda avant 1999. C'est le moment de mettre en œuvre la stratégie de solution pour mettre fin au chapitre des réfugiés rwandais, qui comprend le rapatriement, l'intégration locale, le maintien du statut de réfugié pour les Rwandais qui en ont encore besoin, et finalement la déclaration de la clause de cessation qui met fin au statut de réfugié. Donc, c'est un processus qui est en cours. La date du 30 juin a été indiquée pour le début de l'entrée en vigueur, mais n'est pas une date butoir absolue puisque les États, en fonction de leur niveau de préparation, vont mettre en œuvre les différents volets de la stratégie en fonction de leur réalité. Cette décision concerne tous les Rwandais, c'est-à-dire que tous ceux qui sont à l'extérieur, qui sont réfugiés aujourd'hui, sont concernés par ce délai du 30 juin. La stratégie globale pour résoudre le problème de réfugiés rwandais ne s'applique qu'aux Rwandais qui ont fui avant 1999, dont la fuite est liée à une violence généralisée à cause des problèmes ethniques, et donc notamment le génocide et des épisodes de violence qui s'en sont suivis. Mais depuis 1998, il n'y a jamais plus eu d'épisode de violence généralisée au Rwanda. Donc ça concerne ceux qui ont quitté avant. Donc, vous estimez à combien de personnes qui sont concernées? Il reste aujourd'hui environ 100 000 réfugiés rwandais sur les 3,5 millions de Rwandais qui avaient dû fuir à cause du génocide et la violence qui s'en est suivie après. Alors, par exemple, si ces 100 000 n'ont pas la possibilité ou ont encore peur de rentrer au Rwanda, par exemple, en ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, en ce moment-là, le HCR devrait considérer ces gens et continuer à les protéger comme par le passé? La stratégie dit que pour clôturer le chapitre des réfugiés rwandais, qu'il y a l'option du rapatriement volontaire, il y a l'option de l'intégration locale, il y a l'option de toujours garder son statut de réfugié au cas où on a toujours besoin de protection internationale, et enfin la clause de cessation qui met fin
au statut de réfugié pour les gens qui n'ont plus besoin de protection internationale. Donc, il faut soit avoir choisi le rapatriement volontaire, soit demander une extension de son statut parce qu'on ne se sent pas protégé pour retourner au Rwanda, soit demander l'intégration locale. Et donc, en réalité, sur les réfugiés rwandais qui restent, à la fin de ce processus, il y aura très très peu de personnes qui seront concernées par la déclaration de la clause de cessation. Et la clause de cessation n'est pas déclarée pour le 20, c'est une date pour commencer, mais c'est pas une date butoir définitive. Plusieurs pays ont indiqué qu'il leur faudra un peu plus de temps pour pouvoir la mettre en œuvre, puisqu'ils veulent donner la chance aux Rwandais de choisir de s'intégrer localement si tel est le cas. Vous avez parlé de plusieurs pays en fait qui ne pensent pas pouvoir être prêts pour que les Rwandais sur leur sol perdent leur statut. Est-ce que c'est le cas de la RDC actuellement? C'est pas la perte du statut qui est l'objectif final, c'est de regarder toutes les solutions qui permettent une clôture réussie de ce chapitre. Donc ça fait partie du mandat du HCR. La clause de cessation inscrite dans la Convention de 1951, c'est inscrit dans la Convention de l'OUA sur les réfugiés. Et donc c'est une procédure qui est tout à fait normale, mais il faut le voir comme un processus qui fait partie d'un tout et pas comme une fin en soi. Infozapping du mardi. Un rapport provisoire du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC, cité par Jeune Afrique, le M23 et le mouvement rebelle hutu-rwandais des FDLR, qui opèrent dans l'est du Congo, ont été très affaiblis par de récentes tensions internes et des désertions. Parmi les faits cités pour étayer cette conclusion, l'expulsion en mars des partisans de Bosco Ntaganda par les fidèles de Sultani Makenga et la perte consécutive des réseaux de recrutement que le prisonnier de la CPI aurait mis en place, notamment au Rwanda avec l'aide de certains membres de l'armée rwandaise. Selon les mêmes experts, les affrontements de fin mai entre les M23 et les FARDC aux alentours de Goma auraient été déclenchés par le M23 pour s'emparer de la colline de Mutao, mais l'opération, pour citer encore Jeune Afrique, aurait tourné au fiasco pour les rebelles devant la résistance des FARDC et le manque de munitions. Le mouvement aurait notamment attendu des livraisons du Rwanda qui ne sont pas arrivées. J'ai demandé à notre confrère Magloire Paluku, directeur de Radio Kivu 1 à Goma, si ses conclusions sur le M23 et les FDLR, très affaiblis, étaient conformes à la réalité sur le terrain. Alors, sur le terrain à Goma, c'est tout à fait différent. Tous les jours, la société civile du Nord Kivu annonce effectivement le renforcement du M23 en armes et en personnes, et c'est ce qui est repris aussi dans ce rapport des experts des Nations Unies qui disent que le M23 maintenant a un soutien limité du Rwanda. Mais sur le terrain, par rapport à toutes les informations qui se passent dans la région, le M23 n'aurait beaucoup plus trop de militaires comme ce qui s'est passé l'année dernière. Mais il y a toujours de renforts. Quand on parle de 1500 soldats répartis sur une grande superficie dans le Rutshuru, ça peut être cela, comme les experts le disent, mais il y a toujours un renforcement, un soutien autour de Goma qui est décrit par la société civile. Et surtout que ces 2 derniers jours, la population elle-même commence à faire un mouvement, à quitter certains endroits au nord de Goma pour se réfugier soit à Goma, soit dans les recoins. Ce que c'est à la fois oui et non, selon qu'on est à l'interne et à l'externe. Alors, les FDLR, qu'en est-il au juste? Et effectivement, il s'est passé une dernière réunion avant la clause de cessation du Rwanda sur ces réfugiés. Quand le HCR parle de 3 500 000 Rwandais réfugiés qui sont rentrés, en particulier une grande partie du Congo qui sont rentrés au Rwanda, les FDLR ne reçoivent plus effectivement beaucoup d'autres renforts. Vous savez, ils étaient soupçonnés d'être en connivence avec certains milieux et du Congo et du Rwanda. Mais être très affaibli, c'est par rapport aux actions de grande envergure, mais par rapport aux nuisances de la population à l'interne dans des petits villages,
ce renfort-là ne change pas du tout parce que il n'est même pas surveillé en grande échelle. C'est de la nuisance aux machettes, aux petits kalachnikovs. Mais pour des grandes guerres, c'est vrai que les FDLR, depuis un certain moment, depuis les sanctions contre le Rwanda et tout, la surveillance régionale, sont un tout petit peu affaiblis, mais ne veut pas dire ici qu'ils n'ont pas la force de nuisance. C'est ça la nuance. Notre confrère et directeur de Radio Kivu 1 de Goma, Magloire Paluku. Lors de sa conférence de presse hier en Tanzanie, le président Barack Obama est revenu longuement sur la situation en RDC. En réponse à une question, le président américain a souligné que les populations congolaises méritent d'avoir une chance de vivre leur vie et d'élever leurs enfants. Et bien sûr, cette stratégie est exacerbée par le fait que le Congo regorge de ressources naturelles et de potentialités. Mais à cause de ce conflit constant ou de l'instabilité, le peuple congolais n'a pas pu en bénéficier. Ces ressources, au lieu d'être constamment un problème dont tout le monde pâtit, devraient plutôt être une partie de la solution, a dit plus loin M. Obama. Il a félicité le président Kikwete et les autres leaders qui ont aidé à forger un cadre de paix durable pour la RDC. Les États-Unis, a-t-il expliqué, ne peuvent point imposer une solution à la région et cela signifie, a poursuivi M. Obama, que le président Kabila devra faire plus et mieux quant aux capacités sécuritaires de son pays et aux services que son peuple attend de son gouvernement. Les États-Unis sont prêts à cet égard à l'aider à construire ses capacités en travaillant avec les Nations Unies et les organisations régionales. À l'intention des voisins du Congo, Barack Obama a déclaré qu'ils doivent cesser d'armer les groupes armés qui violent l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Il ne faudrait pas que les engagements pris dans le cadre de paix en question restent lettre morte ou, pour citer M. Obama, un simple bout de papier. Et les pays entourant le Congo doivent réaliser que si le Congo venait à connaître la stabilité, cela améliorerait leurs perspectives de croissance et de prospérité, parce que ce conflit, c'est comme si vous aviez un boulet attaché au cou. La Tanzanie doit avoir un plus grand commerce avec la RDC, le Rwanda aussi. Pour M. Obama, ce qu'il faut au continent pour améliorer sa position sur le plan mondial, c'est un plus grand commerce interafricain. Actuellement en Afrique, et ce n'est pas seulement vrai en Tanzanie, mais aussi au Kenya, en Ouganda et dans d'autres pays, il est beaucoup plus facile d'envoyer des fleurs ou du café en Europe que dans les pays voisins. Cela signifie la création de moins d'entreprises et de moins d'emplois. Donc, nous voulons travailler avec les structures internationales actuelles et nous appuyons la brigade d'intervention à laquelle participe la Tanzanie. Mais en fin de compte, c'est aux pays africains eux-mêmes qu'il incombe de respecter les engagements qu'ils ont déjà pris. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Dans ce rapport provisoire, les experts de l'ONU expliquent que le M23 s'est affaibli suite aux combats qui ont opposé dans le courant du mois de mars 2 camps rivaux de ce groupe et suite auxquels de nombreux combattants ont déserté. La rébellion ne compterait actuellement que 1500 membres et aurait de la peine à contrôler le territoire qu'il occupe. Quant au FDLR, cette rébellion souffrirait des mêmes maux que le M23 selon l'équipe des experts. Mais sur place, l'activiste de la société civile Omar Kavota dit ne pas partager ce constat. Le M23 se renforce par des troupes rwandaises qui traversent la frontière. Il bénéficie des renforts des troupes ougandaises. Il vient tout récemment de bénéficier d'un important renfort des groupes terroristes, les El-Shabaab, qui sont spécialistes en artillerie et en guérilla urbaine. S'agissant de FDLR, ils continuent à entretenir une administration parallèle. Et donc, il serait aussi inadmissible aussi de la population du Nord Kivu qu'on affirme que ces deux groupes se sont affaiblis pendant que la dangerosité reste la même. Les experts mentionnent en effet que le M23 continuerait de recevoir un soutien fût-il léger depuis le Rwanda, ce qui relance la question de la participation de certains États de la région aux troubles dans l'Est de la RDC. Lors de son passage en Tanzanie, le président américain Barack Obama a mené à expliquer le rôle des États-Unis dans la stabilisation de l'Est congolais, a déclaré:
Les États-Unis n'ont pas vocation à imposer des solutions à l'Afrique. Nous voulons travailler avec les Africains pour trouver des solutions à l'insécurité et aux problèmes régionaux. Les pays voisins du Congo doivent cesser de financer les groupes armés qui déstabilisent le Congo et nous sommes prêts à soutenir toute initiative allant en ce sens. Afin de lutter contre les groupes rebelles, une brigade d'intervention de l'ONU est déployée dans l'est de la RDC. La Tanzanie en est le plus gros pourvoyeur de soldats. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le président américain Barack Obama a appelé lundi à Dar es Salaam les pays frontaliers de la RDC à cesser de soutenir les groupes armés qui y opèrent, tout en demandant au président congolais Joseph Kabila de faire plus et mieux pour réformer les forces de sécurité du pays. Le président américain qui séjourne en Tanzanie, troisième et dernière étape de sa tournée africaine qu'il a conduit précédemment au Sénégal et en Afrique du Sud. Innocent Olenga de Radio Okapi. C'est lors d'une conférence de presse que le président américain a tenu ses propos. Les pays entourant les Congo doivent prendre l'engagement de cesser de soutenir les groupes armés opérant en RDC, a-t-il déclaré. Il n'a pas cité nommément le Rwanda et l'Ouganda, plusieurs fois accusés par les experts de l'ONU de soutenir les M23. Obama a par la même occasion appelé le président Joseph Kabila à renforcer les forces armées du pays, estimant qu'il devait faire mieux et plus en ce qui concerne les capacités de la RDC en matière de sécurité. Le président américain déclare que les Congolais ont besoin d'une chance, mais ils n'ont pas eu cette opportunité en raison de la situation permanente des guerres et des conflits depuis bien longtemps. Obama croit toutefois à la vertu de l'accord cadre d'Addis Abeba qui, dit-il, ne pouvait pas être une simple feuille de papier, mais nécessitait un suivi pour en garantir le succès. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Tout de suite en République démocratique du Congo, il y a en ce moment même une mutinerie à la prison centrale de Makala. On entend des tirs, il y a des morts et la police et l'armée Kamanda sont sur place. Kamanda que l'on va retrouver dans un instant. Mais tout de suite, pour comprendre véritablement ce qu'il s'est passé, le témoignage d'Emmanuel Cole, libérien. Il travaille pour la fondation Bill Clinton pour la paix. Il était sur place. Pierre Pinto vient de l'avoir au téléphone. Il y a les militaires, les policiers autour de la prison avec lance-roquettes, avec l'armement lourd. Les métiers continuent, mais ce n'est pas comme cet matin. Maintenant, ça commence à diminuer, mais ils continuent à tirer. Il y a l'ambiance qui vient d'entrer, et depuis que l'ambiance est entrée, ils n'ont pas sauté d'entrer à l'intérieur. Mais il y a le pavillon 7, par exemple, a été complètement détruit. C'est le pavillon que Croix-Rouge avait ménagé. Vraiment, le dégât est énorme. Il y a beaucoup d'autorités qui sont dedans. Il y a même des gens de Monisco qui sont dedans, donc vraiment la situation est un peu confuse. Témoignage recueilli à l'instant. Kamanda Wakamanda Muzembe, vous êtes le correspondant de RFI à Kinshasa, vous êtes en direct. La situation est donc confuse à Makala. Comment expliquer cette mutinerie ? Eh bien, tout a commencé vers 4 heures du matin avec l'arrivée à la prison des militaires et des policiers lourdement armés. Selon plusieurs sources, les forces de l'ordre et de sécurité ont eu pour mission de transférer des détenus, 16 au total, vers la prison militaire d'Ondolo, qui se trouve également dans la capitale. D'autres détenus, en nombre assez important, se sont ralliés au groupe visé pour empêcher qu'ils sortent de la prison centrale de Makala. Vers 7 heures, les policiers et les militaires ont alors usé de la force. Ils ont lancé des grenades lacrymogènes. Des coups de feu ont été entendus pendant longtemps. Quand la tension a baissé, une ambulance a franchi la porte de la prison. Elle n'en est pas encore ressortie au moment où je vous parle. Certaines sources parlent des morts et des blessés, mais aucun bilan n'est disponible en ce moment. Voilà. Kamanda a bien fait de rectifier. Bilan, pour l'instant, non disponible. On ignore encore une fois s'il y a des morts et des blessés. Info zapping du mercredi. En Cameroun à présent, où se déroule depuis plusieurs jours le festival de films Écran Noir pour cette 17e édition qui se tient jusqu'au 6 juillet à Yaoundé. Plusieurs films sont en compétition, dont le documentaire du cinéaste belge Thierry Michel intitulé « L'affaire Chebaya, un crime d'État » a été interdit de production à la dernière minute par le gouvernement camerounais. Monsieur le Président, je ne peux pas mentir, encore moins inventer. Je les jure. Vous avez demandé à M. Chebaya de venir à un rendez-vous avec l'inspecteur général. Il a été retrouvé mort le lendemain et sur son corps, on a relevé des traces de violence. Je n'ai rien vu. C'est du moins ce que nous a confié le réalisateur Thierry Michel qui accuse le gouvernement de la RDC de l'avoir fait censurer au Cameroun.
Le réalisateur affirme avoir appris que s'il se rendait au Cameroun, il serait immédiatement refoulé dès son arrivée par la police des frontières camerounaises. Thierry Michel. Hier, on m'a annoncé que mon voyage était suspendu. Je devais avoir mon billet hier matin pour prendre mon vol aujourd'hui matin à Paris. Que le vol était suspendu, et c'est que le directeur, Basek Bakobio, m'a précisé que le film était interdit à la demande des autorités congolaises, que l'ambassade du Congo avait envoyé une lettre assez surréaliste me concernant et demandant explicitement au nom du gouvernement congolais l'interdiction du film. Et m'a-t-il ajouté, parce que je lui dis d'accord, le film est interdit, mais moi j'ai reçu mon visa en bonne et due forme sur base de la lettre que tu as fait et qui précise que je viens présenter le film L'affaire Chebeya, un crime d'État. Il m'a dit, les services de police m'ont dit de te prévenir que tu serais refoulé à la frontière, même si ton visa était en règle et donné par l'ambassade. Alors, et qu'est-ce que vous comptez faire donc? Alors, le problème, c'est quand même, je n'ai pas reçu le billet. Donc, il m'est difficile de m'y rendre. Maintenant, il n'est pas impossible que des organisations de droits de l'homme et de journalistes s'associent pour faire une conférence de presse durant le festival et m'invitent à participer à cette conférence de presse. Donc moi je suis en stand-by. Un mot sur l'affaire Chebeya, un crime d'État. L'affaire Chebeya, c'est un film sur l'assassinat de Floribert Chebeya, qui, toute proportion gardée, est le Martin Luther King de la République démocratique du Congo. C'est le fondateur des droits civiques, c'est le fondateur des droits de l'homme. C'est un homme qui a travaillé dans la clandestinité pendant 8 ans sous la dictature du maréchal Mobutu et qui a continué sa carrière après comme activiste sous le régime Kabila. Il a été assassiné dans les bureaux de l'inspection générale de la police. D'ailleurs, en première instance, un procès de la cour militaire de Kinshasa a condamné 5 officiers de la police, dont 3 à la peine capitale pour assassinat. Voilà. J'ai fait un film sur cet ignoble assassinat organisé par le plus haut niveau de la police congolaise, et depuis je n'ai eu que des ennuis. Objectivement, pas partout, heureusement. Le film a été montré aux Nations Unies, a été montré au Parlement européen, une très belle carrière en salle et dans les festivals du monde. Et est-ce que ce film a déjà été présenté ailleurs en Afrique centrale? Bien sûr, il est passé à la télévision marocaine, il est sorti en salle au Burkina Faso après avoir été présenté dans 2 festivals. Il est passé aussi au Tchad et il est passé aussi à Dakar. Donc ce film n'a eu aucun problème dans d'autres pays d'Afrique et il est maintenant demandé aussi en Tanzanie. Donc non, ce film ne fait aucun problème en Afrique, à part en République démocratique du Congo et à partir d'aujourd'hui, malheureusement, au Cameroun. Thierry Michel a été joint à Bruxelles, en Belgique. Dans l'est de la RDC, le M23 aurait déplacé son quartier général de Bunagana vers Rutshuru et renforcerait ses troupes à Kibati, à environ 10 km au nord de Goma. Les habitants de cette localité auraient commencé à fuir depuis lundi. Ils se dirigeraient dans des familles d'accueil à Goma et dans les camps de déplacés à Mungunga. Une information confirmée à demi-mot par le porte-parole militaire des FRDC, Olivier Amouli, qui confirme un rapprochement du M23 de Goma tout en appelant une nouvelle fois les groupes armés à déposer les armes. Nous avons aussi ces informations que le M23 est en train de renforcer ses positions parce que nous ne sommes pas trop loin de leur position et même les populations civiles, attestées par les déclarations de la société civile, affirment avoir vu les mouvements du M23 qui se rapprochent de plus en plus des positions FRDC. Et nous, à notre niveau, nous sommes prêts à répondre à toute éventualité. On ne va pas attaquer les premiers, mais si jamais ils le font, nous allons répondre d'une manière vigoureuse parce que c'est le temps de construire la paix. Depuis vendredi, est-ce qu'il y a eu des combats dans certaines localités? Au niveau de l'air qui est sous notre responsabilité, il y a certains maïmaï qui continuent à semer des troubles vis-à-vis des populations civiles et nous sommes en train de les en empêcher et nous les appelons toujours à déposer les armes parce que trop c'est trop. On ne veut plus laisser l'apanage de la sécurisation des populations civiles aux groupes armés. C'était le porte-parole militaire des FRDC, Olivier Amoulou, joint par Nathalie Barge. Info zapping du jeudi. Bonsoir et bienvenue. Près de 60 cas de meurtre enregistrés dans la ville de Lubumbashi ces 6 derniers mois. D'après plusieurs sources, les auteurs se recrutent aussi bien parmi les civils que les hommes en uniforme. Selon le président urbain des chauffeurs de taxi-moto, pendant cette période, 17 motards ont été tués et dans la plupart des cas, les auteurs courent toujours. Jean Guindou pour les détails.
Les différentes victimes n'ont pas été tuées toutes de la même manière. Il y en a qui étaient repêchées des différentes rivières de la ville et dont les causes du décès ne sont pas encore connues jusqu'à ce jour. D'autres ont été froidement abattus par des hommes en armes et en uniforme. Si certains présumés meurtriers étaient arrêtés, la plupart ne sont pas encore identifiés et les familles de victimes attendent toujours que justice soit faite. Les sources policières indiquent que c'est au mois de janvier qu'il y avait plus de victimes, soit 11. Les mois de février et mai ont enregistré chacun 9 victimes. Entre le mois de mars et avril, 20 personnes ont été tuées à raison de 10 chaque mois. Sur cette longue liste macabre s'ajoute la mort d'un étudiant de l'Unilou abattu la nuit dernière par des hommes en armes non autrement identifiés. Parmi ceux qui ont payé le lourd tribut se trouvent les chauffeurs de taxi-moto. D'après leur président urbain, 17 d'entre eux sont tombés pendant cette période. D'autres sources ont rapporté que le nombre des victimes serait beaucoup plus important car certains cas ne sont pas portés à la connaissance de la police. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi. Pendant ce temps, vous écoutez Zapping Info Congolaise. Au Nord Kivu, la brigade d'intervention de la MONUSCO est apte à intervenir en cas de toute menace contre la population de Goma, y compris l'attaque de la ville par le M23. Ces propos sont du porte-parole militaire de la MONUSCO à Goma. Pour le colonel Abdoul Ndiaye, la malheureuse expérience de novembre dernier aura servi de leçon et pour les FARDC et pour les casques bleus de la MONUSCO. Il appelle la population de Goma au calme. Le colonel Abdoul Ndiaye au micro de Sifa Magoro. Pour la protection de la ville de Goma, je vous ai dit déjà qu'il y a les forces régulières de la République démocratique du Congo qui sont là. Mais c'est-à-dire ce qui s'est passé en novembre, a priori ne peut pas se passer cette fois-ci. Parce que d'abord, les FARDC se sont beaucoup bonifiés. On ne s'enrichit que de son expérience. Si c'est passé une situation en novembre, on ne veut pas que cette situation se renouvelle. C'est pourquoi, en tirant les leçons du passé, il y a eu des mesures qui ont été prises. Il y a eu des déploiements qui ont été mis en place. Il y a eu un plan de défense qui a été, qui est mis en place, qui est exécuté actuellement. Il y a un plan de sécurité intérieure de Goma qui est mis en place. Effectivement, et les correctifs nécessaires ont été apportés pour que cette situation ne puisse plus se reproduire. Et je dis, la brigade, sa mission, c'est pas de défendre Goma. Sa mission, c'est d'aller trouver les groupes armés partout où elles sont, les neutraliser. Mais en attendant que la brigade regroupe donc tous ces pions, en cas de, il serait toujours en mesure de faire quelque chose. Info zapping du vendredi. République démocratique du Congo. Y a-t-il une présence d'Al-Shabaab dans le Nord Kivu? On se rappelle que la coordination de la société civile locale avait fait état dans son communiqué du 30 juin de la présence de ces militants somaliens, mais aussi de rebelles éthiopiens, aux côtés des Ougandais de l'ADF Nalu, dans cette province de l'Est congolais. Aujourd'hui, le gouvernement déclare disposer d'informations sur la présence de ces rebelles, mais croit qu'ils finiront par être repoussés. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, s'est exprimé hier lors d'une conférence de presse à Kinshasa sur la présence des Shabab, mais il n'a pas confirmé la présence de Laurent Kunda, qui, dit-on, serait libéré au Rwanda pour intégrer le M23. Nous avons effectivement des indications qui deviennent de plus en plus claires qu'il y a des mercenaires somaliens qui ont rejoint des éléments de ADF Nalu qui viennent du nord de l'Ouganda, qui déstabilisent la partie du nord Kivu. Nous avons partagé ces informations avec tous nos partenaires et les dispositions ont été prises pour mettre fin à cette collaboration mafieuse et criminelle de gens qui viennent de l'extérieur pour déstabiliser notre pays. Nous serons beaucoup plus durs, beaucoup plus sévères avec ces gens-là qui n'ont strictement rien à faire chez nous et qui viennent simplement pour élargir le cercle de rayonnement du terrorisme international. Je ne peux bien sûr pas vous détailler les mesures que l'état-major général et nos services de défense et de sécurité prennent, mais l'information est arrivée là où elle doit arriver, elle a été gérée et on est en train de prendre toutes les dispositions sur terrain. Et nous n'envisageons pas un seul instant que les forces armées associées maintenant à la brigade internationale ne parviennent pas à faire reculer cette menace terroriste. Nous n'envisageons pas cela. Nous pensons que cette force terroriste va reculer et pour la présence de Nkunda, elle a été dénoncée par la société civile. Nous attendons les résultats des investigations qui sont en train d'être menées. Lorsque nous les recevrons, nous vous appellerons et nous vous donnerons les résultats de ces investigations. Jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas en mesure, comme gouvernement, de confirmer, mais nous avons des sérieuses indications qui viennent de sources tout aussi sérieuses. La société civile, c'est pas des rigolos, ils nous disent des choses qui souvent se sont confirmées par la suite, mais pour l'instant, nous attendons une confirmation par nos propres sources. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de la RDC. Toujours en République démocratique du Congo, un groupe de dirigeants de l'opposition exige la présence de médiateurs internationaux aux prochaines négociations sur l'avenir du pays.
Le groupe met également en garde contre toute tentative d'utiliser ces consultations pour modifier la Constitution. Le reportage de notre correspondant Nick Long avec la voix de Lionel Gaïma. Le président congolais Joseph Kabila a annoncé la tenue de consultations nationales en RDC il y a une semaine. Aucune date n'a encore été fixée, mais le président Kabila a déclaré que le dialogue ne durera pas plus de 20 jours. Une déclaration signée par 63 responsables politiques et partisans de l'opposition énonce plusieurs objections à la manière dont les consultations sont organisées. En premier lieu, ils se plaignent du fait que le plan ne prévoit aucun rôle pour les représentants internationaux. En tête de liste de personnes qui ont signé la déclaration est le chef de parti d'opposition GPLS, José Makila. Nous insistons pour qu'il y ait une médiation ou la supervision de la communauté internationale. Ceci ne vient pas de nous, c'est toujours dans l'esprit de l'accord cadre dans la résolution 2098 d'Addis Abeba. Il faut impérativement que nous soyons qu'il y ait des témoins de la communauté internationale. Makila a précisé les personnes qui, selon son groupe, devraient superviser le dialogue. Nous faisons allusion à Mary Robinson et nous faisons allusion aussi à celui qui est sur place, qui s'occupe de la MONUSCO, l'envoyé spécial du secrétaire général. Donc, son représentant ici sur place qui s'occupe de la MONUSCO. Les deux. L'opposant José Makila souligne qu'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée en mars instruit Mary Robinson et le représentant spécial du secrétaire général en RDC et chef de la MONUSCO, Martin Kobler, dans leurs rôles actuels, de promouvoir le dialogue entre toutes les parties congolaises afin d'aider à résoudre les problèmes du pays. La VOA a appris que le bureau de Mme Robinson ne croit pas que la résolution implique qu'elle supervise les consultations nationales en RDC. Mais la MONUSCO pense que Kobler devait être impliqué. Le gouvernement n'a pas encore indiqué le rôle que joueront Kobler et Robinson, le cas échéant. François Nzikouye est un député de la coalition gouvernementale. Je ne vois pas ce que viendrait faire un médiateur étranger quand un chef de l'État convoque ses citoyens pour pouvoir échanger sur des questions d'intérêt national. Il y aurait suspicion s'il s'agissait des questions de partage de pouvoir. Là, on peut dire il n'y a pas eu de gagnants ni de perdants et donc il faut qu'on se mette d'accord pour pouvoir diriger ensemble. On n'en sommes pas là. Nous n'avons pas un problème de légitimité. Mais des leaders de l'opposition qui ont signé la déclaration disent que la victoire du président Kabila à l'élection de 2011 a été largement rejetée et ils mettent en garde contre toute tentative de se servir de ces consultations pour réviser la Constitution et permettre à M. Kabila de briguer un troisième mandat. Cette idée a été lancée par un ancien président de l'Assemblée nationale, Évariste Bochab. Voici la réaction de François Nzikouye. Professeur Bochab est un professeur d'université, c'est un intellectuel, il a la liberté de réfléchir à haute voix. Ce qui fait craindre la plupart des personnes, c'est que on révise en fait la possibilité à un président de la République de revenir plus de 2 fois. Mais c'est une réflexion et qui a son pesant d'or. On ne sait pas combien de députés de l'opposition seront présents aux consultations nationales en RDC. Environ 30 qui ont signé la déclaration affirment qu'ils n'y participeront pas à moins que leurs revendications ne soient satisfaites. D'autres, qui n'ont pas signé, pourraient aussi s'abstenir. Merci Lionel Gaïma. Nous restons en RDC pour les témoignages des 100 citoyens journalistes recueillis ce matin par Michel Joseph. Joseph Semikombe, citoyen journaliste dans la ville de Kananga, Kasai Central, pour la VOA. Ici à Kananga, la situation est relativement calme. Aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est seulement la fin des études des enfants du secondaire qui ont présenté les examens de 6e année. Les parents étaient en train de se plaindre pour le problème de bulletins qui n'ont pas été donnés, parce que les bulletins qui devraient être donnés le même jour ont été donnés avec retard. Certaines écoles sont en train de remettre à compte-gouttes les bulletins et les parents n'ont pas compris vraiment le retard avec lequel beaucoup d'enfants ont reçu leur titre scolaire. Et du reste, ce sont les étudiants du supérieur, dans toutes les institutions d'enseignement supérieur, qui sont dans la période de blocus et qui se préparent pour le début des années de la première session. Théodore Kayamba, journaliste et citoyen Voix de l'Amérique à partir de Butembo. Oui, ce qui domine l'actualité vue de Butembo, et la déclaration des organisations non gouvernementales nommées
l'initiative pour le développement multisectoriel, le problème qui condamne avec la toute dernière énergie la perturbation du réseau RTL parce qu'il demande aux responsables du réseau au niveau du Grand Nord de prendre des mesures quant à ça parce que la population, les utilisateurs, les usagers des réseaux RTL ne doivent pas être victimes de la perturbation du réseau, souvent parce que ça consomme beaucoup de dignité. Et quand les gens veulent l'appeler, ça ne va pas. Et quand on cherche à se communiquer, ça consomme la population. Soit qu'on dise qu'on est là au service de la population, soit qu'on réglemente justement les réseaux RTL. C'est ça justement la déclaration d'initiative pour le développement multisectoriel. Au même moment, ce qui se passe maintenant au niveau du territoire de Béni, justement dans le Grand Nord, la population est en train de se poser plusieurs questions sur les kidnappings des personnes. Et les gens sont en train d'être kidnappés le jour au lendemain. Et la population demande aux autorités de prendre leurs responsabilités et surtout d'éradiquer tous ces rebelles qui continuent à insécuriser la population au jour le jour, parce que la population n'a plus le temps de se développer. Et il faut signaler que la population urbaine vit grâce justement aux produits qui viennent presque de la ronde de vie dans les territoires. Mais quand il y a insécurité, la population n'a plus vraiment là où elle peut se ressourcer pour trouver à manger. C'est pour cette raison que les autorités sont priées de prendre leurs responsabilités pour que la paix règne, que la population puisse se développer pour un Congo prospère. La Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Ouvrons ce journal par l'arrestation du présumé cerveau moteur de la récente attaque de la prison centrale de Kangwai de Beni au Nord Kivu. Information donnée par le commandant intérimaire du premier secteur des FARDC basé à Beni. Selon le colonel Richard Bissamaza, il s'agit d'un chef milicien Maïmaï appréhendé par les services de sécurité dans l'un des quartiers situés en plein centre-ville de Beni. Il annonce son transfèrement à Kinshasa pour qu'il réponde de ses actes devant la justice. Martial Papi Moukeba nous en dit plus. L'arrestation de ces chefs Maïmaï par les éléments FARDC et de la police est intervenue hier à Tamende. C'est un quartier situé non loin de l'état-major de FARDC à plein centre-ville de Beni. Selon le colonel Richard Bissamaza, pendant son arrestation, le général autoproclamé Faustin Mandefou présidait une réunion de planification d'une nouvelle attaque de la ville de Beni et d'autres positions de l'armée. Cet officier FARDC annonce également l'arrestation de plusieurs proches de ces chefs miliciens Maïmaï sans donner plus de détails. Selon des sources sécuritaires, pendant son interrogatoire, le chef Maïmaï Faustin Mandefou a affirmé mener des opérations conjointes avec deux autres généraux autoproclamés, Hilaire Kombi et Kavawaseli. Le commandant intérimaire du premier secteur de FARDC annonce le transfèrement à Kinshasa de Faustin Mandefou et ses proches pour qu'il y soit déféré devant la justice. Beni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.